d'une prime, le podcast où on parle des sujets de l'industrie du cannabis au Québec. Bienvenue, Joseph, chez Le Temps d'une Trim, notre podcast sur le cannabis. Donc, Joseph vient de chez Purple Farm, qui vient aujourd'hui avec nous pour parler un peu de votre modèle d'affaires et parler aussi de votre particularité à l'international. Je crois que ça intéresse beaucoup de nos producteurs en ce moment de savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur du Canada. Donc, ça va être un peu notre sujet de conversation aujourd'hui. Donc, bienvenue. Salut, merci de nous recevoir, de me recevoir. Ben merci d'être là. Toi, évidemment, t'es pas seul chez Purple Farm. Donc, c'est quoi, toi, ton rôle à toi, puis qui est dans ton entourage qui te supporte quotidiennement? Donc, je suis le directeur marketing pour Purple Farm. Et autour de moi, j'ai le fondateur Mitchell Al-Sweeney, qui est aussi le master grower. Mm-hmm. Toute l'histoire de la compagnie vient de lui. Il y a aussi Jonah Clifford, qui est le CEO, qui est toujours en train de voyager en ce moment. Donc, c'est en lien avec le modèle d'affaires. Il y a aussi l'équipe est composée de 2 sites. Un qui est géré par Jonathan Whitaker, qui est un mec exceptionnel du marché qui avant la légalisation. Il y a aussi Jerry McCormick, qui est aussi du marché avant la légalisation, qui gère notre ferme au New Brunswick. Parce que le premier, c'est ça, t'as dit, vous avez 2 places. Ouais. Vous en avez une en Ontario et une en Nouveau-Brunswick. Ouais, donc on a commencé en Ontario d'une manière assez sympathique. Mitch vient du monde du ACM, excuse-moi. Mitch vient du monde de le côté médical avant que c'était récréationnel à travers le pays. Il a eu l'opportunité d'ouvrir une ferme intérieure avec 2 pièces où il pouvait produire environ 2000 kilos chaque année. Mm-hmm. Et affilié à lui, on a eu l'opportunité de prendre une des fermes que Canopy avait construit et jamais activée. Ah ouais? Ouais, donc c'est assez cool et c'est une chance assez unique dans l'industrie. Il y a eu d'autres gens qui ont pris les autres fermes, mais il y a beaucoup de fermes, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent les gérer. Fait quand vous êtes arrivé, tout était déjà installé, tout était prêt à appuyer sur Press Play. Il y avait des changements à faire pour que ça arrive à notre niveau de qualité, qu'on pouvait faire le suivi qu'on voulait faire. Mm. Et on a joué un peu avec tous les ressources qu'on avait. Mais c'était vraiment des usines exceptionnelles. C'était comme, on a parlé avec les ingénieurs, on était là comme, c'est quoi le problème? Et comme d'une manière immobilière, du côté hardware, infrastructure, c'était des lieux vraiment incroyables. Mm-hmm. Mais le problème, c'était non seulement les génétiques, mais aussi de connaître ces génétiques correctement, de pouvoir trouver l'équipe pour que les fermes fonctionnent, mm-hmm. mais aussi de trouver les gens qui étaient dans cette région-là et les entraîner, les éduquer pour avoir une compréhension du produit. Mm-hmm. Et c'est comme toute l'équipe vient d'une mentalité extrêmement craft, qui vient du marché noir. Donc, c'est tout est fait à la main. Les plantes sont constamment touchées. Et il y a aussi une culture plus de uptrimming quand on vient à comment on cultive les plantes. Mm-hmm. On est aussi super chanceux. On travaille beaucoup avec Promix niveau comme recherche et développement. Donc, ça nous permet de faire beaucoup de recherche en génétique. Et à cause de ça, on est toujours capable d'avoir quelque chose de nouveau et frais en réalité. Mm-hmm. Puis ces génétiques-là, est-ce que dans le fond, c'était la base de Purple Farm un peu, l'idée d'avoir des génétiques qui sont performantes, qui sont en demande, qui sont savoureuses? C'était quoi un peu l'idée derrière votre sélection? Donc, les génétiques, c'est un de notre élément comme notre secret sauce, parce qu'on a tellement de génétique. Mm-hmm. Puis quand tu dis on a tellement de génétique, qu'est-ce que ça veut dire? Comme ils vous appartiennent, sont à vous, comment ça marche? Donc, les histoires autour des génétiques, comment les gens les passaient d'une personne à l'autre, étaient c'est un peu une histoire un peu perdue, on va dire. Mm-hmm. Mais donc, ce qu'on a, on a ce que l'industrie appelle des coupes, qui sont du créateur de la génétique. Donc, c'est celui qui l'a sélectionné, mais on a aussi des sacs de grains. Okay. Et c'est de là, on doit faire un pheno hunt pour trouver le bon type. Donc, un exemple que j'adore,
comme qui est récent, c'est on a un cut de Blue Sushi de Tenko. Mm-hmm. Ça, c'est un cross de Skittles times Cushmint qui a été fait par Seed Junkie. Mm-hmm. Donc, plein de gens avaient des sachets de graines. Ils ont fait des hunts. Ils ont comme regardé sur les vins qu'ils avaient, c'était quoi les meilleurs qui avaient le meilleur test THC, les meilleurs terpenes, qui avaient le meilleur comme apparence, mais aussi comme quels sont ceux qui fonctionnent à un niveau commercial. Parce que c'est très difficile de faire une plante chez soi, de faire une dizaine de plantes, une quarantaine de plantes ou 1000 plantes dans une pièce. Comme les gens vont avoir des caractères. Mais avec l'exemple de Blue Sushi, on a celui de Tenko, mais on a aussi fait un hunt avec notre sac et on a notre propre Skittles times Cushman qui est comme propice, qui est vraiment le nôtre, mais on produit aussi le Blue Sushi. OK. Ouais. Fait que est-ce qu'on appellerait ça comme un phénotype? On appelle ça un phénotype, exactement. C'est vraiment c'est une nomenclature vraiment bizarre quand on y pense. Okay. Ouais. D'ailleurs, tu m'en as-tu apporté de ça? Tu m'avais promis que tu allais me faire goûter celui-là. On vient de le descendre encore. Okay, donc, le problème, c'est on produit nos salles produisent entre 40 à 80 kilos. Donc, c'est pas des grosses salles. Ça, tu parles de quelle installation ici? On parle de Fredericton. Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Ouais. Mais c'est quoi la différence de scale entre les deux usines, juste pour que je vois? Donc, 2000 kilos par année en Ontario et 8000 kilos au New-Brunswick. Ouais, il y a un autre vibe. Et on fait des petites batchs, mais soit des hunts qui sont encore plus petits et après on les fait plus grands, soit on a des produits stables comme le Miracle Mint ou le White Runt, qui c'est des produits un peu plus durs à cultiver. Donc, il n'y a pas tout le monde qui les fait parce qu'il y a un risque de perdre tous les fleurs d'un coup. Parce que c'est une strain plus capricieuse, qui est plus... strain capricieux, c'est un strain qui a un caractère qui, des fois, il n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. OK, je comprends. Et il faut se souvenir, c'est une plante et elle va jamais nous obéir. Ouais. On travaille autour des plantes et avec eux. Ouais. On n'est pas capable c'est pas un site web qu'on est en train de coder et de mettre en avant. Ouais, c'est une matière vivante qui va s'exprimer comme elle veut s'exprimer. Puis, juste pour voir l'ampleur des opérations, pourquoi vous avez deux bâtisses, deux centres d'opération? Donc, quand on a commencé en Ontario avec les 2 pièces qui font 2000 kilos à l'année, on a commencé à produire des fleurs pour d'autres marques. Une des marques qu'on produisait, c'était 7 Acres. Et on a aussi fait pour Indiva, qui est leur Artisan Batch. Okay. Et donc, on a créé une certaine réputation autour de ces 2 partenaires. On a travaillé avec Ghost Drops et ça nous a permis d'avoir une opportunité de prendre cette deuxième ferme en ayant comme une manière de collaborer. Au lieu de simplement acheter la bâtisse, on a eu un accord avec Canopy pour bâtir quelque chose qui était un peu plus intéressant que juste un joint venture. Et donc, pendant plusieurs années, on était en train de produire les fleurs que les gens retrouvaient dans les sacs de 7 Acres, que ce soit au Québec ou à travers le pays. Ah ouais, okay. Et c'était vraiment cool de voir nos fleurs et aussi avec quand la marque se développait de Purple Farm, petit à petit, Canopy voulait mettre notre nom sur les sacs. Et c'était comme notre première foirée dans le marché dans le marché récréationnel. C'était à travers nos partenaires, comme Canopy, comme Indiva, c'était des trucs assez cool à faire et de reconnaître qui étaient les gens derrière le produit. Donc, est-ce que je comprends bien que quand vous êtes rentré dans le marché, le premier move, c'était vraiment dans le B2B, dans le fond, de vous trouver des partenaires puis de commencer à faire justement des contrats de grow avec des partenaires à long terme? Puis, est-ce que c'était ça l'objectif dès le début ou dès le début, vous voyez déjà être une marque consommateur? Comment est-ce que vous voyez ça? Donc, l'histoire de la marque, c'est vraiment comme quand Mature avait commencé,
il faisait pousser les fleurs pour les gens qui avaient leur permis de consommer pour des raisons médicales. Et donc, tu pouvais donner ton permis à quelqu'un pour faire pousser les fleurs pour toi. Donc, il avait déjà cette culture d'aider les gens à trouver leurs produits. Et donc, c'était vraiment naturel quand Canopy est venu nous parler, qui cherchait des nouvelles génétiques, qui voulait des produits comme phares. C'était vraiment naturel et c'est comme le modèle d'affaires avait du sens. Donc, au lieu de devoir gérer tout ce qui est comme packaging récréationnel et de tous ces éléments de Excise Sample, on s'est retrouvé dans un moment où comme on pouvait juste aider les gens à avoir un meilleur produit et se tourner vers les gens qui avaient une connaissance des choses qu'on ne connaissait pas à ce moment-là. Et c'est aussi comme d'où vient ce partenariat entre Craft Québec et Purple Farm. Fait c'est ça, vous avez appris l'un de l'autre, vous avez comme utilisé les forces l'un de l'autre pour offrir un produit aux consommateurs qui était de qualité. Puis, fait que ce que je comprends, l'objectif quand on fait un contract grow ou qu'on fait des collaborations comme ça, l'objectif justement, c'est d'aller chercher votre expertise en tant que grower, en tant que défrichage de justement ces génétiques-là qui vont répondre aux besoins du partenaire. Puis, vous faites, comme quand tu me parles un peu du volume que vous avez, combien... Ben, premièrement, avant de se rendre là, où est-ce que vous êtes au Canada? Où est-ce qu'on peut trouver du Purple Farm actuellement? Donc, au Québec, avec les Weight Runs, à travers notre partenariat, qui est comme super sympa, et on va parler de ça, et c'est super important d'en parler. On est aussi en Ontario avec les Miracle Mints, qui est comme quelque chose qu'on aimerait amener au Québec, mais on va voir si c'est possible. Et on est aussi au New Brunswick, parce qu'on a nos usines. Donc, on essaie de rester proche de nos fermes. Et c'est aussi pour comme éviter d'augmenter les coûts aux consommateurs, parce qu'envoyer des produits en Colombie-Britannique, ça coûte cher. Il faut y penser comme le produit ne serait pas aussi frais. Parce que pour le volume qu'il faudrait envoyer, il n'y a pas une base de consommation qui peut le prendre. Et les gens sont encore plus sensibles au prix. Donc, c'est vraiment ces trois provinces-là où on s'est concentré parce que c'est le jeu plus local et d'être présent autour de notre communauté qui existait depuis des années. Puis, est-ce que tu sens que vous vous limitez aussi en termes de justement expansion de votre marque B2C parce que vous avez aussi un volet B2B qui est tellement important en ce moment dans votre écosystème? Je crois que se limiter, non, mais c'est ce que le marché est prêt à recevoir. Et ça, c'est une réalité. C'est comme le marché canadien n'est pas vraiment ouvert à payer un prix pour du craft cannabis, pour du cannabis de production, comme petite production qui est touchée, comme chaque plante est touchée. Je crois que c'est important de souligner ça et c'est ce qui nous a gardé en B2B. C'est de soutenir les gens et d'essayer de propulser les marques un peu plus loin. Parce qu'en réalité, dès qu'on se trouve à distribuer dans les magasins au Canada, on est en charge du tax d'assises. Il y a le coût opérationnel de comme faire les sachets, les préparer. Donc, c'est un autre angle supplémentaire. Il y a des gens qui le font mieux. Et je crois que c'est ça qui est important, surtout quand on est c'est de trouver nos créneaux dans ces industries et de travailler ensemble. Ouais, au lieu d'essayer de tout faire. 100%. Puis quand tu dis que justement, il y a certains marchés qui sont plus prêts pour du craft que d'autres, est-ce que tu vois la différence entre le Québec versus l'Ontario, disons, en termes de cette valeur-là qu'on accorde au prix du craft? Donc, c'est drôle. Donc, avant le cannabis, j'étais dans le monde culturel. Ouais. Et il y a beaucoup de parallèles entre ces deux mondes. Là, quand on parle du consommateur québécois, il y a une loyauté qui est vraiment intéressante. Ils s'intéressent aux produits d'ici. Ils aiment l'honnêteté. Ils aiment avoir quelque chose de constant. On le voit
par rapport à la consommation musicale aussi. Les gens sont toujours comme motivés d'aller voir comme un artiste X qu'ils ont vu depuis des années. En Ontario, il y a le concept, la loyauté n'est pas aussi développée. Et il y a vraiment ce concept de non seulement de chercher des gros taux de THC qu'on n'a pas au Québec, parce qu'il y a une limite par la SQDC, mais il y a aussi comme un désir d'économiser. J'ai toujours cette impression que l'Ontario est comme les gens travaillent pour vivre. Et ici, on vit, on s'amuse, on sait profiter de la vie beaucoup plus. Et je crois que quand tu regardes le consommateur de cannabis, tu vois ces parallèles assez facilement. Ouais, je suis d'accord. Puis l'Ontario, oui, c'est un marché assez spécifique aussi. C'est dur de le comparer avec le Québec parce que c'est vrai que c'est quand même unique dans notre dans notre structure aussi avec la SQDC. Les structures de prix sont différentes. En Ontario, si tu veux avoir un produit craft, il faut considérer que le retailer doit faire une cote. Il faut considérer que l'OCS va en faire une aussi. Fait que la marge de profit est aussi plus mince en Ontario, j'imagine. Les marges sont différentes, mais aussi les taxes sont différentes. Donc ça, c'est aussi l'élément qu'il y a beaucoup de consommateurs ne le réalisent pas. C'est le nombre de taxes que tu dois ajouter dépendant des provinces qui se retrouvent sur le prix que toi, tu vas payer. Et c'est dur. Et c'est un truc à prendre en considération quand on vend le cannabis à d'autres marques aussi. On sait très bien qu'on ne va pas vendre 1 gramme de cannabis pour $10. Ça, c'est le prix du consommateur et c'est un prix élevé pour le consommateur. En réalité, il faut penser que les gens vont acheter... la plupart des gens achètent du cannabis à $5 le gramme pour eux. Donc, si on fait les maths là-dessus, ils perdent déjà $1 sur le excise, sur les taxes d'assises. Et après le reste, tu te retrouves à faire le coût de l'emballage, le coût de livraison. Tu te retrouves aussi à faire le coût de la fleur et le coût de l'emballage. Donc, c'est comme très rapidement, tu n'as pas beaucoup de marge de profit. C'est ça. Et c'est aussi pourquoi on ne voyait pas une opportunité vraiment claire là-dedans et on n'avait pas une force ni les ressources nécessaires pour que ça fonctionne. Puis, disons, en termes de pourcentage, pour que je comprenne un peu à l'interne, c'est quoi le pourcentage que vous avez en, mettons, vente directe B2B versus B2C versus international? Comment vous structurez ça à peu près? Donc, on va jouer le jeu de 80-20 encore. C'est toujours ce jeu-là. On va dire que 20% de notre volume sort sous notre marque, que ce soit à travers les provinces ou dans les canaux médicaux. Et ça, par exemple, Mendo est un partenaire incroyable pour nous aussi. Donc, il y a ce moment-là, mais 80% de notre volume se trouve sous d'autres marques. Des marques, des fois, qui nous donnent un crédit, qui nous donnent comme une reconnaissance. Mais il y en a d'autres qui veulent se présenter comme la marque première et ils veulent pas donner leur secret à tout le monde. Puis, est-ce que, disons là, qu'il y a un producteur qui nous écoute en ce moment, qui se positionne un peu dans cette industrie, est-ce que toi, c'est une recommandation que tu ferais de trouver un lien B2B, des portes B2B rapidement pour être capable de justement s'entraider, de faire circuler, de commencer à jouer dans cette industrie-là, considérant justement que c'est plus accessible que d'aller en B2C parce que non seulement il faut que tu aies un listing, mais après ça, comme tu dis, il y a des coûts aussi qui viennent avec la commercialisation. Fait que toi, admettons, là, vous partez un nouveau LP en 2025, ça serait quoi la stratégie que tu dirais qui serait la plus intéressante? Je dirais que, premièrement, il faut regarder l'équipe. Parce que juste parce que tu es un LP, ça ne va pas dire que tu vas pousser les fleurs toi-même. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est aussi l'autre élément.
Donc, c'est une question, c'est quoi les forces de l'équipe? Mm-hmm. Est-ce que c'est une équipe qui est forte en logistique? Est-ce que c'est une équipe qui est forte en marketing? Est-ce que c'est une équipe qui est forte en comme cultivation? Donc, c'est vraiment regarder ça. Ouais. Si on parlait de quelqu'un qui est fort en cultivation, mm-hmm. je me demanderais c'est quoi les volumes qu'il peut produire chaque année. Mm-hmm. Parce qu'en réalité, si tu es capable seulement de faire 250 kilos mm-hmm. comme un macro, tu ne peux pas avoir des relations business to business. Ouais. Parce qu'ils ont besoin que les fleurs soient frais, ils ont besoin que ça soit constant. Et avec 250 kilos, ça va pas super loin. Mm-hmm. 250 kilos, si ça c'est le nombre, tu peux le distribuer à travers le Canada sur une année. Mm-hmm. Si tu fais toutes les démarches nécessaires, mm-hmm. ça va sûrement te prendre 18 à 20 mois de faire ça avec les soumissions et tout ça. Okay. Donc ça, c'est un truc à prendre en considération. Mais si on veut rentrer dans le marché B2B, c'est de trouver quelqu'un qui est prêt à faire un vrai partenariat avec vous. Je crois que c'est ça que j'aimerais voir plus dans l'industrie. Par exemple, il y a une marque qui s'appelle Primo. Mm-hmm. Et Primo, c'est un exemple vraiment intéressant. Longue histoire courte, c'est un producteur qui fait environ 250 kilos par année. Et il a travaillé avec un autre producteur qui s'appelle Trees, qui est aussi dans le même volume. Et en Ontario, ils ont sorti un tasting pack de 3,5 grammes. Okay. Et c'est vraiment, ils ont non seulement mis leurs produits dedans, ils se sont pas chicanés sur ceux qui allaient rentrer. Ils ont vraiment travaillé ensemble et ils font comme un revenue split. Ils font vraiment la division des revenus 50-50. Mm-hmm. Donc, je crois que c'est des modèles comme ça qui sont super sympas à voir. Mais si on parle de quelqu'un qui est capable de produire 1000 à 2000 kilos, la question, c'est comme, c'est quoi la qualité de la fleur aussi? C'est quoi la qualité de tes génétiques alors? Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, on se retrouve dans ce jeu-là. Si tes coûts opérationnels sont 50 cents pour produire 1 gramme de fleurs, tu peux le vendre à quelqu'un assez facilement, mais il y a une forte probabilité que la qualité n'est pas la même partout. Ouais. Et c'est l'autre truc. C'est comme encore tes forces et faiblesses et tout ce bordel-là. Fait qu'il n'y a pas, dans le fond, il n'y a pas de modèle qui fit à tout le monde. C'est vraiment, en plus, c'est tellement une industrie qui est jeune que tu peux, justement, à travers des collaborations, à travers tes forces à toi, à travers des opportunités dans le marché, vraiment faire un modèle qui fonctionne pour toi. Puis... Je crois que c'est important de souligner que comme il y a le marché récréationnel à travers le Canada, il y a le marché médical, que ce soit à travers un grand marketplace comme Endo ou de créer ton propre réseau médical. Il y a aussi l'opportunité de faire l'export des produits. Et ça, c'est aussi le truc qui est comme intéressant, mais ça demande une autre comme savoir-faire. Ben parlons-en. Quel savoir-faire ça prend exactement pour aller à l'international? Parce que vous en faites beaucoup d'international. Est-ce que c'est ce que je comprends? Puis quand on parle d'international, c'est où exactement? Donc, en ce moment, l'international regroupe le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie. Ça, c'est les 3 grands marchés qu'on a. Et est-ce que c'est, juste pour mettre un contexte, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est décriminalisé? Est-ce que c'est médical? C'est quoi en ce moment En ce moment, c'est médical. C'est médical, ça. Donc, et dépendant du marché en question, il y a leur système médical ressemble des fois à ce qu'on a au Canada où on peut avoir une prescription et commander tout et n'importe quoi. Mais il y a aussi des marchés où c'est comme en Allemagne où t'as soit accès à 1 ou 2 prescriptions et c'est pour une seule génétique. Ah oui? Ouais, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est où c'est intéressant si on peut soutenir des marques avec une seule génétique. Mais il y a les défis avec ça, il faut toujours rentrer dans les mêmes taux de THC, les mêmes taux de terpenes. Tout doit standardiser. Tout doit être super standard et on parle plus des 5 à 6 degrés qu'on a au Canada. On parle de comme
10% la plupart du temps sur le chiffre total. Mm-hmm. Donc, oui, si on a une fleur à 30%, ça nous donne 3% de plus, 3% de moins. Mm-hmm. Mais dès qu'on joue avec les génétiques plus comme du legacy, comme que ça soit Gelonade ou comme on a eu des génétiques qui testent environ à 22% et c'est ça que les patients veulent. Mm-hmm. Mais ça veut dire qu'on a seulement environ 2% de plus et moins dans les deux directions. Ouais. Donc, ça devient un autre défi et de garder ça en tête constamment. 100%. Il y a comme une pression de rentrer dans... Puis comment vous faites pour contrôler justement ce pourcentage-là de THC? C'est une question environnementale, une question de génétique? C'est une question de génétique, de comprendre les génétiques. On a nos bibles. Mm-hmm. Et c'est vraiment des fiches Excel où tu as les paramètres que tu dois respecter, mais en même temps, on note les changements en paramètres constamment. Ouais. Donc, c'est super intéressant. C'est comme pour une industrie jeune de 8 ans officiellement, il y a beaucoup d'informations qui est disponible. Mm-hmm. Et aussi, il y a la manière dont tu travailles avec la plante qui est dans la Bible. Donc, non seulement les paramètres, mais aussi comment on approche la plante, la quantité d'eau et aussi comme comment la plante va se comporter. Mm-hmm. White runs, difficult plant. Ouais, c'est comme, c'est une des plantes où c'est comme, on ne laisse pas quelqu'un qui vient de commencer avoir une pièce de white runs. Ouais, parce que c'est beaucoup trop de travail. Mm-hmm. Donc. Puis en ce moment, le White Run, c'est au Québec. Est-ce qu'il est aussi ailleurs? Il est à travers le monde. Ah oui, c'est ça. C'est ce que vous envoyez à l'international aussi. Hein? Donc, et ça, c'est comment on a pu faire le partenariat au Québec. On est capable de produire, on va dire, chaque 4 à 5 semaines, on sort un nouveau lot de White Runs. Mm-hmm. Donc, ça veut dire qu'on est capable d'envoyer 3 kilos, 5 kilos à Craft Québec, à Québec Craft, et vous êtes capable de les emballer, c'est frais, et 1 à 3 semaines plus tard, ça va être en magasin. Mm-hmm. Exact. Et c'est comme, on vient de réduire le temps d'attente et l'âge de la fleur. 100%. Énormément. Et c'est ça qui est intéressant d'utiliser le double volet. Mm-hmm. C'est comme d'avoir un produit non seulement plus frais pour les consommateurs canadiens, mais aussi à l'international, ça les permet d'avoir des produits plus frais aussi. Puis, juste pour revenir justement à l'international, donc tu as dit que vous étiez dans plusieurs pays dans le monde, mais est-ce que vous distribuez vous-même ou ça prend des licences spéciales? Comment est-ce que vous faites cette logistique-là? Donc, dépendant du pays, il y a différentes licences. Pour tout ce qui est dans l'Union européenne, il faut avoir un permis qui s'appelle EU GMP, qui sont d'une manière super simple, c'est des bonnes pratiques de production. Mm-hmm. C'est quelqu'un vient regarder comment vous faites ça, etc. Et précisément, il y a un flot de travail qui se fait. Mm-hmm. On est en train de le finir, notre licence. En ce moment, on a juste le GMP. Okay. Mais pour envoyer quelque chose en Allemagne et on n'a pas notre EU GMP, on doit l'envoyer à un autre processeur. Okay. Donc, il y a un third party. Ouais, un third party que des fois c'est au Portugal, des fois c'est à 2 coins de rue du site à Fredericton. Okay. Comme c'est assez drôle de. Donc eux vont le certifier UGMP. UGMP, ils refont le packaging, ils le vérifient. Ok, je comprends. Et sur les 200 producteurs, je crois qu'il y a seulement 19 qui sont UGMP. Ouais. Ben ça c'est sûrement parce qu'il y a un coût qui doit venir avec ça? Il y a un énorme coût. Ouais. Tu rajoutes un coût sur toute l'équipe de qualité. Ouais. Et c'est aussi, tu dois être comme prêt à être examiné par plein d'identités. Mm-hmm. Et comme, pas juste Santé Canada, non. On parle de différents gouvernements, différents corps de gouvernement, et c'est des gens super sympas. Mm-hmm. Il faut pas avoir peur d'eux, mais si votre concentration, c'est la fleur, ça devient super difficile. Si votre concentration est la marque, ça veut dire que vous devez le faire avec le producteur aussi. Mm-hmm. Donc, il y a plein d'éléments où c'est comme, à quelle étape on est prêt à prendre charge du produit.
Mm-hmm. Et c'est comme jusqu'à quand on prend en charge les produits. Oui, c'est ça, c'est la question. Puis, quand tu me parles de tous ces exports-là, on parle de quel volume? Donne-moi un petit peu de chiffres un peu pour que je puisse comprendre en termes de non seulement volume, mais de prix peut-être. Comment est-ce que ça transige? De quelle façon? Est-ce que c'est au gramme? Comment ça marche? Donc, premièrement, pour ce qui est des volumes, il y a donc à la ferme en Ontario, on est capable de sortir un lot tous les 5 semaines, Mm-hmm. ce qui est super. Mm-hmm. 2 pièces, un bedroom, ça roule super bien. À Fredericton, on sort un lot tous les semaines, que ça soit entre 1 à 3 lots chaque semaine, et Mm-hmm. prêt à être vendu. La réalité, c'est les partenaires veulent des lots de 500-600 kilos. Donc, il faut vraiment tout préparer en avance et comme être prêt à avoir une collection de weed. Ça se vend au gramme, techniquement. Okay. Et ça se vend non seulement au gramme, mais aussi la taille de la fleur. Okay. Ça, c'est encore plus intéressant. Et comme, dépendant de la taille de la fleur, des résultats de THC, tout ça influence le prix. OK. Et donc, il y a des génétiques qui sont énormes, mais le volume qu'on a à la fin est minime. Mais le taux de THC est plus haut, donc le prix fonctionne. Ça s'équilibre. Ouais, c'est un jeu de prix constamment, mais on peut regarder à comme facilement comme 4 à 7 $ le gramme. OK. Ouais. 4 à 7 $ le gramme, c'est quand même très intéressant. Super intéressant pour Okay. l'industrie. Il faut comme garder en tête que ça permet de comme garder les gens en train de travailler, ça permet d'avoir comme une entreprise qui fonctionne bien. Ouais. Mais aussi, on s'entend que les termes de paiement sont différents d'un partenaire à l'autre aussi. Mm-hmm. Et ça, c'est aussi un autre défi dans l'industrie, c'est le cash flow. Ouais. C'est ça. C'est comme, je suis sûr que personne a une solution parfaite de cash flow. Mais c'est un truc que tu apprends à faire et c'est un truc comme, tu trouves des solutions pour que ça fonctionne. Puis des fois, est-ce que tu sens cette tension, justement, connaissant les prix par gramme auquel le cannabis transige au Canada versus ce que tu vois à l'international? Est-ce que ça te crée, toi, comme une question de, bon, est-ce que je continue à nourrir mon marché local ou si je vois l'opportunité de générer un profit intéressant à l'international? Comment vous voyez ça? C'est comme, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'entreprise fonctionne? Ouais. Ça, c'est la question. Et comme, je vais faire le pont avec le milieu culturel. Le nombre d'artistes à Montréal est incroyable. On est choyé quand on est capable d'aller prendre un café, rencontrer comme que ce soit un Patrick Watson, un Charlotte Cardin, comme c'est vrai. Il y a un charme. Mais comme le cannabis, ces gens-là ne peuvent pas rester au Canada pour se faire de l'argent. Ils sont obligés d'aller comme en francophonie pour Charlotte Cardin. Ils ont une opportunité d'aller en publicité comme Patrick Watson. Et je crois que c'est important de réaliser c'est quoi qui est à l'extérieur de nos frontières et c'est quoi la demande pour ce qui est considéré canadien. Le cannabis est devenu un produit de luxe que le Canada est capable de produire à cause de notre météo et parce qu'on est allé à l'intérieur pour le faire pousser. Et on contrôle l'environnement tellement bien à cause de ça. Est-ce qu'on a une bonne réputation, ça veut dire, à l'international? C'est super intéressant, la réputation qu'on a. Ouais. Et les gens sont excités de fumer du weed canadien parce que c'est comme, ils savent que c'est contrôlé. Ils savent que le marché est comme, il y a le saut de c'est cool par le gouvernement et ça nous permet de faire l'import-export. Il y a une grande conversation maintenant avec tout ce qui arrive aux États-Unis. Ouais. Et on peut l'enlever si tu veux pas en parler. Non, allons-y. Il y a toujours cette histoire de est-ce que les États-Unis vont légaliser le cannabis? Il y a une grande culture de cannabis de la Californie. Il y a une grande culture de comme c'est quoi le cannabis américain? Ouais.
avec des marques comme Cookies et tout ça. Exact. La réalité, c'est avec le changement politique qui est en train de se faire, est-ce qu'on va vraiment se prétendre qu'ils vont avoir la bonne volonté du reste du monde pour importer leur cannabis? Comme c'est ça qui est dommage, c'est comme avec les tensions qui existent en ce moment, cette culture de cannabis américaine va avoir du mal à s'exporter. Parce qu'elle va être traitée comme une pharmaceutique et ils vont jouer le même jeu qu'ils sont en train de jouer. Exact. Donc, ça, c'est aussi un charme avec le Canada. On est bien vu au niveau politique. L'industrie est super bien contrôlée. On a prouvé qu'on est un modèle pour comment le rendre légal à travers une communauté médicale et une communauté récréationnelle. Il n'y a pas eu de grand dérapage. Non. Il y a eu, je crois que comme les gens, des fois, à l'international, sont un peu perdus par rapport aux différents modèles à travers les provinces. Ouais. Mais c'est intéressant parce que le Québec, c'est toujours un modèle phare. C'est devenu le modèle de comme, voilà comment ça fonctionne. Et c'est cool de jouer, d'être comme un acteur et d'être un partenaire là-dedans aussi. Et de pouvoir en parler aux partenaires avec qui on exporte. OK, fait qu'on a quand même, c'est ça, on a un avantage canadien dans le cannabis en ce moment. Quand on parle, tantôt, t'as accroché un petit peu le sujet que, bon, généralement, le consommateur va chercher pas nécessairement du 30%, 32%, mais quelque chose plus modéré en THC. Est-ce qu'il y a d'autres préférences qui sont uniques à un marché international? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent que nous, ici, au Québec ou au Canada, on considère comme étant un cannabis de qualité? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une grande culture de fleurs, de fleurs entières. OK. As opposed to extrait, par exemple? Extrait, mais aussi de comme pre-rolls et tout ça. Okay. Ouais, c'est ça qui est cool d'un côté, c'est des marchés matures, mais qui ont des habitudes du marché avant la légalisation. Ouais. Et c'est comme, il y a un charme là-dedans, il y a comme, pour les gens qui viennent et qui ont cette culture, ça les font sourire. Ils sont beaucoup plus heureux de savoir que quelqu'un va apprécier le travail qui a été mis à trimmer la fleur et comme d'aller en avant comme ça. Une des choses qui est intéressant, c'est quand ils entendent une marque comme Purple Farm, ils s'attendent que tous les fleurs soient violets. Ah oui, ben. Cependant, ce n'est pas une question de producteur, c'est une question de génétique. Ouais. Donc, ça, c'est le seul élément quand les gens ont toujours des commentaires où ils reçoivent certaines fleurs. Je pensais que ça allait être mauve. Ouais, et on est toujours là comme, non, on va pas changer la couleur, comme, c'est pas ce qu'on fait. Donc. Fait que ça, c'est OK. Donc, mais on a quand même le appeal, tu sais, de la belle bud, l'esthétique au niveau des terpènes, au niveau des arômes, des saveurs. Ça reste comme quelque chose qui reste important, la fraîcheur de la fleur. La fraîcheur de la fleur, la beauté de la fleur. Les gens adorent ouvrir leur sac. Ah ouais. Et comme voir une grosse cocotte dedans. Ouais. Who doesn't? Je crois que c'est comme... Il y a une culture de comme pour les smalls, il y a une culture pour les pre-rolls. Comme je suis une de ces personnes qui est comme j'ai accès à des fleurs incroyables. Mais quand je suis en train d'aller de point A à point B, je vais pas acheter 3,5 grammes de fleurs entières, avoir mes papiers avec moi, avoir un grinder. Je suis quelqu'un qui est comme pas désorganisé, mais quelqu'un qui est là comme Type B person. Ouais. Et je crois que c'est reconnaître que la plupart des gens sont comme ça. Oui, 100%. Et c'est comme, mais les consommateurs à l'international, la plupart d'eux sont des consommateurs dans le domaine médical. Ils cherchent un médicament pour eux où ils se sentent confortables. Ce n'est pas une distraction comme pour toi et moi. Je comprends. Et je crois que ça, c'est une chose à respecter énormément, de comprendre leur désir de ne pas juste prendre une pilule. Ils veulent avoir une tradition, ils veulent avoir un moment de repos. Et je crois que c'est super intéressant d'observer à quoi sert le cannabis. C'est pas un produit qui te donne toujours de l'énergie, dépendant de la composition chimique.
Mais c'est de comprendre ces gens cherchent une expérience pour faciliter, pour rendre la vie un peu plus facile. Mm-hmm. Il y a Seth Rogen, c'est vraiment une des meilleures explications de cannabis que j'ai entendu de ma vie, où il parlait de fumer du cannabis pour lui, c'est comme porter des chaussures. Il ne doit pas il n'est pas obligé de les porter, cependant, ça rend la vie plus facile. Mm-hmm. Et c'est super important de garder ça en tête pour les patients. Ils veulent simplement rendre leur vie plus facile. Mm-hmm. Puis là, tu me parles du marché médical, mais est-ce que je me trompe en disant qu'en ce moment, l'Allemagne est en processus de légaliser le cannabis récréatif aussi? Ils sont en processus. Donc, dans les prochaines années, il y a différents marchés qui vont devenir actifs, que ce soit récréationnel ou médical. Ouais. Il y a un pays qui me tient à cœur, c'est la Pologne. Ouais. Et c'est que le marché médical va être actif là-bas, c'est excitant. Mm-hmm. Cependant, on va voir comment l'Allemagne le fait. Mm-hmm. Ils sont descendus au Québec, ils ont parlé avec la SQDC, ils ont parlé avec Santé Canada. Ils ont vraiment essayé de comprendre c'était quoi les fautes, les choses qu'il fallait éviter. Tout le monde a leurs opinions là-dessus. Mm-hmm. Comme j'ai pas une boule de cristal pour dire c'est quoi les fautes qu'ils vont faire ou qu'ils vont savoir éviter. Mais je crois que on va voir un changement dans le style de consommation, comme on a vu ici. Mm-hmm. Et on a vu comme quand le marché récréationnel a commencé au Canada, il y avait la vente de fleurs était dominante. Mm-hmm. Et avec le temps, ça c'est rentré vers les pre-rolls, vers les vapes. Il y a aussi les boissons et les edibles qui ont de plus en plus de place. Et on regarde comment les gens veulent consommer. Mm-hmm. Et si on veut jouer le jeu de type A, type B, il y a beaucoup plus de consommateurs de type B en cannabis que des type A. Mm-hmm. Donc, il faut jouer ce jeu-là. Oui. Mais comment ça va marcher quand ils vont légaliser, par exemple? Est-ce que tu penses que le Canada va avoir encore cet attrait-là d'export ou bien une fois que l'Europe commence à légaliser, tu sais, ça va être pas mal se construire sur leur propre continent? Comment ça? Donc, si on veut parler des autres producteurs à travers le monde, la Thaïlande est en train de produire. Ouais. La Colombie est en train de produire. Il y a des producteurs en Allemagne, au Portugal, en Espagne. Mm-hmm. Cependant, c'est pas la même qualité. C'est pas les mêmes génétiques. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a toujours il y a cette concept de ce qui est importé est toujours mieux. Ouais. Comme dans une vie antérieure, je faisais la revente de baskets de collection. Okay. Et c'était super cool d'être au Canada et d'avoir une demande européenne pour des baskets il y avait des paires partout au Canada. Mm-hmm. Mais il y avait des Européens qui savaient que c'était pas distribué en Europe. Ils étaient motivés pour payer un premium pour l'avoir. Okay, je comprends. La même chose s'applique en cannabis. Ouais. C'est ça qui est cool. C'est tu vois comme la consommation se fait de la même manière. Mm-hmm. Mais aussi, comme encore une fois, dépendant dans quel secteur de l'industrie où on se trouve. Si c'est en médical, en Allemagne, ils ont une prescription pour une génétique. Et c'est comme 80% des consommateurs sont dans cette situation, 20% ont 2 prescriptions. C'est fou, ça. Ouais. Tu peux juste avoir une prescription pour du White Runs. Ouais. That's your thing. Simple, ouais. C'est ta génétique. Ouais, c'est le docteur l'a recommandé et c'est comme il y a des études qui sont super intéressantes. On est comme toi et moi, on n'est pas des scientifiques, donc je vais pas me prétendre à savoir tous les trucs par cœur. Mais les docteurs ils regardent les études, que ça soit fait par l'université de Calgary. Il y a un prof qui fait plein d'études super intéressantes, qui les met à jour constamment. Il y a le Emerald Cup qui a fait plein de travail avec SC Lab pour tout ce qui est terpenes. Donc, les docteurs prennent ça en considération, ils font des recommandations vraiment logiques. Okay. Et c'est ça qui est cool de voir, c'est de voir la pensée comme le train of thought de ces gens. Mm-hmm. Et il y a un charme de voir que
ils essayent d'améliorer l'expérience de ces êtres humains à travers le cannabis. 100%. On dirait, ben oui, on dirait qu'il y a beaucoup de... On dirait que maintenant, au Canada, vu que c'est légalisé, on a un peu délaissé le système médical aussi. On a l'impression qu'il est sous-alimenté. On avait l'intention de faire beaucoup de recherches. Une fois que c'était légalisé, ça s'est pas nécessairement matérialisé. Fait que c'est quand même intéressant de voir les autres pays, comment ils considèrent le cannabis médical. Donc, moi aussi, j'aimerais avoir une prescription White Run, c'est parfait. Qui d'autre qui fait ça au Canada de l'exportation, sais-tu? Ouais, donc il y a Organigram qui en fait. Il y a Rubicon en fait aussi. Il y a aussi qui produisent et qui exportent. Ça, c'est les deux majeurs. Ouais. Mais aussi, il y a Canopy, Aurora joue ce jeu aussi. C'est pas juste un jeu de petits producteurs, c'est aussi un jeu de grands producteurs. Ben, parce qu'avec les volumes que tu disais que ça prenait, ça peut pas être juste des petits producteurs. Ouais, ça c'est aussi l'élément. Il y a comme au Québec, il y a aussi Lot 420, le 420, excuse-moi, qui le font et ils travaillent avec une marque qui s'appelle Contourage en Allemagne. Et c'est comme tu vois plein de marques canadiennes qui apparaissent à travers le monde et c'est cool, c'est vraiment sympa. C'est intéressant parce qu'il y a différents producteurs qui le font. Il y a des producteurs de différentes tailles, mais on se retrouve à des événements. Comme ICBC à la fin du mois d'avril, on va se retrouver là-bas. On va aussi se retrouver à Mary Jane à la fin du mois de juin, qui est aussi à Berlin. Et après, il y a Canna Europa à Londres. Donc, c'est comme, il y a un mini road, il y a des tournées de cannabis qui se fait en Europe durant l'été. OK, il faut que je me fasse un horaire, là. Il faut qu'on y aille ensemble, là. Mais c'est comme, il y a des trucs cool comme ça et c'est comme, c'est pas encore du niveau c'est pas des conférences C de Montréal ou des trucs comme, on va dire, à la québécoise, un peu comme créative, innovation, etc. Mais tu vois un mouvement d'industrie. Tu vois que les gens aiment l'idée que ça soit légalisé à travers le pays. Et il y a une motivation d'aller plus loin. Puis les volumes que tu disais, juste pour revenir à ça, vous êtes capable de remplir ces volumes-là par mois avec vos 2 installations en Ontario puis à Fredericton? Oui et non. Donc, la demande est toujours en train de grandir. Et c'est ça qui est excitant. Donc, il y a toujours une opportunité de partenariat. Et c'est aussi beaucoup, on est en train de faire notre EU GMP. On est capable de travailler avec d'autres producteurs, soit avec nos génétiques, soit avec leur génétique, et faire passer le produit à travers notre usine pour rendre que ça soit plus facile. Puis là, ça, vous iriez, dans le fond, montrer vos façons de faire, choisir les génétiques appropriées, puis vraiment comme mettre votre Purple Farm stamp of approval sur le produit final. C'est quelque chose qu'on a déjà fait plusieurs fois, que ce soit en Colombie, au Portugal ou en Espagne. Il y a un de mes profs. Ouais, c'était pas un prof. Il y a un de mes mentors qui m'a dit une fois que si tu fais une chose correctement une seule fois, cool, c'est peut-être un coup de chance. Mais si tu es capable de le faire 2 fois et 3 fois, là, ça devient une habitude. Tu peux le reproduire. Et je crois en cannabis, il y a certains producteurs ou il y a certaines marques qui commencent à avoir cette habitude de faire les choses 2 à 3 fois. Et il y a une spécialisation qui se fait maintenant autour de l'export, qui se fait autour du marché domestique, qui est super intéressant à observer. Ouais. Mais moi, je suis quand même étonnée par les chiffres que tu me donnes parce que je sais pertinemment qu'un des challenges, c'est d'avoir un produit craft at scale. Tu sais, parce que souvent, là, je veux dire, on est challengé à dire, OK, comment tu définis craft? Donne-moi, là, je veux savoir le carré de sable, c'est tant de mètres carrés de canopy, c'est tant, tu sais, on veut vraiment comme le circoncire. Mais en réalité, on a des joueurs comme vous qui réussissent toujours à faire un produit consistant craft, même si vous sortez des kilos et des kilos par mois. Comment vous avez fait? Mais donc, il y a l'élément du craft que j'ai jamais vraiment compris, c'est par ferme, tu peux faire un maximum de 10 000 kilos. Ouais.
OK, ça, c'est un des critères. Et c'est des critères que tu retrouves en Ontario, surtout. Mm-hmm. Il y a aussi que les fleurs sont séchées en étant hang dry. Suspendu. Suspendu, ouais. Peut-être en bas, ouais. Donc, les critères de craft, c'est que ça soit fait à la main, que ça soit suspendu pour être séché. Il n'y a pas de paramètre pour combien de temps tu dois sécher ton cannabis, c'est quoi les facteurs que tu dois avoir, ce qui est super intéressant. Après, ça doit être trim à la main aussi. Et après, il n'y a pas d'obligation de le mettre en curing. Ça, c'est aussi l'autre truc qui est vraiment dommage. Et avec tout ça, tu es limité à 10 000 kilos par ferme. C'est ça qui est intéressant. Mais on est capable de le faire non seulement parce qu'on a un rythme de travail qui est comme assez rapide, mais parce que tout est comme organisé d'une certaine manière. Et on a su rentrer et comme entraîner les gens et comprendre où les gens devaient être. Ça, c'est un élément aussi super intéressant. C'est comme auparavant, c'est si tu rentrais dans une ferme, tu étais là parce qu'on te faisait confiance et tu apprenais à tout faire. Dans l'industrie où on se trouve maintenant, on a été obligé de repenser de comment on fait l'éducation de ces gens-là parce que c'était plus basé sur la confiance. On se retrouve avec des gens qui ont des maîtrises, des docs, et c'était là comme, pourquoi tu es en train de faire du trim? Comme, je savais pas que tu avais un doc, ils sont là comme, ouais, mais je vais rentrer quelque part pour comme travailler. Donc, c'est super intéressant de voir comment les gens s'organisent. Et comme ProMix, c'est aussi un partenaire pour nous aider avec ça à travers leur compagnie mère qui s'appelle Premier Tech, qui une de leurs spécialisations, c'est comme de rendre les choses plus efficaces. OK. Et c'est comme à travers eux, on a su faire les Open Top Grow Bags qui auparavant, c'était les gros briques que tu devais comme séparer, les mettre dans des gros comme bocaux noirs. Et c'était dur, c'était pas accessible. Maintenant, on est capable de littéralement planter les clones en veg dans des sacs de 2 gallons. 2 gallons, je suis capable de les déplacer comme quasiment quelqu'un de 16 ans peut le déplacer facilement. Et c'est important de montrer que c'est non seulement une question de placer les gens où ils sont doués, mais aussi de les rendre que le travail soit plus accessible à tout le monde. Fait que vous avez collaboré justement avec ProMix puis leurs autres départements pour vous structurer à l'interne. Puis ProMix, eux, sinon, vous supportent en termes, ils font quoi exactement ProMix? Est-ce que tu peux juste me mettre en contexte? ProMix, c'est notre terroir, on va dire. Okay. C'est vraiment le HP+. Le HP+, c'est dans quoi Mitch a toujours poussé ses fleurs. Et c'est resté une tradition et c'est vraiment notre élément de base avant qu'on se trouve là-dedans. Il y a une énorme culture avec cette marque dans l'industrie depuis des années, que ce soit au Canada, même aux États-Unis. Donc. Fait que c'est votre partenaire en termes de médium de croissance. C'est ça. Puis, question qui m'est apparue tantôt quand on parlait, est-ce que tu dois irradier quand tu envoies à l'international? Non, donc ça c'est vraiment cool. Donc premièrement, quand j'ai commencé dans l'industrie, il y avait une grande conversation de ça veut dire quoi de irradier les produits. Je n'avais pas réalisé que tellement de produits dans métro, dans un commerce XY sont irradiés. Comme les épices, les noix. Ça n'affecte techniquement pas le produit. Cependant, il y a eu des études qui prouvaient que ça affectait le taux de terpenes, ce qui est vraiment dommage parce que ça donne l'arôme et ça guide un peu l'expérience. Dans notre cas, on ne doit pas le faire. Et c'est ça un des charmes, c'est parce qu'on est capable de contrôler le produit. Normalement, une irradiation, c'est fait quand le produit ne répond pas au standard. Et c'est vraiment la moisissure, des problèmes qui sont dangereux pour l'être humain. Le concept d'irradier un produit semble super comme choquant, mais en réalité, c'est moins en moins de produits est irradié. Donc, c'est...
Mais j'étais curieuse parce que peut-être qu'ils veulent pas te prendre de chance, puis il y aurait d'office fait irradier un produit vu que c'est pas sûr, que ça se transporte en avion ou quoi que ce soit, je sais pas, mais tant mieux. Le transport. Ouais. Le transport est un mini cauchemar en cannabis. C'est comme chaque producteur, chaque gestionnaire de marque, s'ils ont touché au transport, c'est un cauchemar. Ah ouais. Parce que la réalité du changement de température d'un local à un autre fait que l'expérience de la fleur change. Mm-hmm. Il y a un terme en anglais qui s'appelle bag sweating, où il y a l'eau qui... Condensation, il y a une condensation, mais c'est comme de suer quand la fleur commence à suer. Et comme c'est pas une bonne chose. Non. C'est pas du tout non, comme doesn't sound good, là. Mais il y a comme, à travers ça, il faut toujours bouger le cannabis, spécialement quand c'est en format fleur, dans des wagons, dans des camions, dans des containers qui sont contrôlés niveau température. Ah ouais, OK. Fait que ça, c'est une difficulté de plus de trouver un transport qui est temperature regulated. C'est pas une difficulté. Non. Ce qui est une difficulté, c'est qu'est-ce que tu fais quand il y a un problème et que le produit est dans un avion. Ouais. Donc, il y a des capteurs. Les compagnies de transport mettent des senseurs sur, dans les boîtes. Et ça nous permet de savoir si une boîte est tombée. Si une boîte a eu un changement de température drastique. Parce que de là, on peut dire que ça affecte la qualité du produit. Donc, il y a un suivi même après que ça quitte notre ferme. Ah, OK. Ouais. C'est quand même c'est intéressant. Ouais. Justement, au niveau QA, c'est important de savoir telle lot, telle boîte. Il y a eu du back sweat. C'est pour ça qu'il est un peu... Qu'il n'est pas aussi ferme, qu'il n'est pas aussi comme... Il n'y a pas cette texture qu'on aimerait avoir. Et c'est aussi comme qui est responsable de ça. Puis c'est quoi ton guess, mettons, sur les 5 prochaines années, là, si on wrap le côté international avant de parler un petit peu plus de notre coopération? C'est quoi, qu'est-ce que tu vois dans les 5 prochaines années au niveau international, les tendances? Les tendances, ça c'est... Donc, je crois qu'on peut parler de tendances consommateurs. Ouais. Par rapport à ça, c'est intéressant d'observer qu'on va se demander si on va voir les mêmes tendances qu'on a vues au Canada. Donc, d'un passage à un marché récréationnel où la fleur est dominante, où les pre-rolls gagnent une place plus importante, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de débattre ça. Un autre élément que je crois, c'est il y a un désir de développement de terroir qui est vraiment intéressant ou de méthodes de cultivation particulières à différentes régions. On a vu en vin et en whisky. Je crois qu'il y a une opportunité dans les 5 à 10 prochaines années d'essayer de avoir une meilleure discussion autour de ça. Mais ça, pour avoir du terroir, corrige-moi si je me trompe, est-ce qu'il faut avoir un grow qui est à même le sol ou on peut parler de terroir? Ça dépend comment on le définit avec le cannabis. C'est ça qui est intéressant. C'est parce que c'est un produit que dans notre cas, on le fait pousser à l'intérieur. Ouais. Est-ce qu'il y a un taux, est-ce qu'il y a un saut de qualité qu'on pourrait développer au Canada pour assurer les gens, non seulement au Canada, mais aussi à l'étranger, que le produit a respecté ABC? Parce que c'est intéressant d'avoir les bons processus de production, mais c'est pas vraiment quelque chose qui parle aux patients ou aux clients, aux partenaires en général. Donc, je crois qu'il y a une opportunité de faire ça. L'autre élément, c'est j'aimerais voir plus de génétique purement canadienne sortir. Comme quoi? Qu'est-ce qui est purement canadien, en fait? Moi, je me pose la question. Ouais, mais ça, c'est une recherche qu'on est en train de faire. C'est quoi les génétiques qu'on peut prouver qui sont purement canadiens? Jean-Guy. Est-ce que Jean-Guy est une génétique? Je sais pas. C'est comme un de ces éléments où c'est intéressant d'observer ça. Un autre élément, ça serait... Parce que on parle de plus en plus d'échanges, d'import-export avec des tarifs. Est-ce qu'on peut standardiser le processus quand on envoie du cannabis? Donc, en ce moment, un des gros fardeaux pour certains des partenaires, des producteurs, c'est on fait tester nos produits au Canada
et on doit les refaire tester en Europe. Okay. Donc, et dépendant du pays, du lot, ça peut être du 5 000 à 10 000 $ que ça coûte soit le producteur, soit le partenaire. Okay. Et c'est comme, des fois c'est ridicule parce que on se retrouve avec le même lot, avec les mêmes informations. Ouais. Les gens veulent vérifier ça, je comprends. Mais il y a des accords en place pour l'import-export pour d'autres biens. Et peut-être on est dans une situation politique où on pourrait avoir ces conversations dans les deux prochaines années. Pour enlever cette pression-là administrative qui justement, qui coûte beaucoup d'argent, qui pourrait être plus easy pour tout le monde. Plus simple. Parce que ça se fait dans d'autres produits pharmaceutiques et ça se fait dans d'autres produits récréationnels. Donc, pourquoi on est toujours mis à part des autres industries? Ouais. Écoute, ça, c'est on pourrait faire un podcast complet là-dessus. Ouais. Pourquoi le cannabis a autant de red tape autour? Mais, OK, fait que je comprends bien votre aspect international. Est-ce que juste peut-être une petite question, est-ce que votre produit, disons, tu as une prescription médicale, donc le sac qui va venir, c'est Purple Farm avec le produit White Runs dedans, c'est votre packaging qui le reçoit? Donc, ça dépend du marché. Ça dépend du marché. Donc, comme on a fait avec 7 Acres, on le fait avec d'autres marques. Certains de nos partenaires voulait vraiment mettre notre nom sur le sac en disant que c'est produit au Canada par nous. Ils mettent aussi notre site web dessus. Et c'est assez cool d'avoir des gens qui nous envoient des commentaires, des fois dans des langues qu'on ne parle pas toujours. Donc, ça demande une mini boulot de traduction. Ouais. Mais le plupart, jamais eu une plainte de l'international avec ce genre d'association. On est en train de lancer notre marque en Europe, mais dépendant, le packaging n'est pas comme ici. Ouais. Donc, notre packaging avec une couleur, avec le gros boîte jaune, etc., c'est pas le même style dans les autres pays. Dans le sens que c'est moins restrictif? Ça dépend. Okay. Je vais aussi prendre l'exemple de l'Allemagne. Le plupart du temps, les gens envoient des sacs de 200 kilos à une pharmacie. Et donc, tu vas à la pharmacie pour avoir ton 20 kilos, ton 20 grammes, etc. Et de là, c'est la pharmacie qui te donne un sac. OK. C'est pas brandé. Non, c'est normalement brandé par la pharmacie. OK. Ouais. Donc, c'est comme, OK, il y a une opportunité de marque, il y a une opportunité d'éducation du consommateur, d'offrir une expérience un peu plus raffinée. Et je crois qu'il y a une opportunité là-dedans, mais on n'est pas encore l'industrie n'est pas encore dans une place où les gens vont avoir le cannabis sur leur table à café. On n'est pas encore arrivé à ça. On n'est pas encore ici au Canada à ça, donc j'imagine que ça va prendre encore, mais ça s'en vient tranquillement. Ouais. Trouves-tu que ça devient moins stigmatisé, le cannabis? Je crois qu'il y a certains gens qui le perçoivent d'une manière, ils vont rester dans leur camp. Mais la plupart des gens sont en train de l'accepter comme une réalité. Cependant, je crois qu'il y a un élément de c'est quoi le respect citoyen à faire autour du cannabis. C'est cool de consommer, mais c'est comme la cigarette d'un côté. Il faut faire attention des gens autour de soi. Je suis d'accord. Il y a un équilibre à trouver, mais la plupart des temps, c'est assez équilibré, je trouve. Je trouve aussi, puis parlant, par exemple, de ma famille un petit peu plus proche, des gens que j'aurais jamais pensé qui pourraient s'intéresser au cannabis, ben là, la porte du CBD, de l'huile de CBD, tu sais, pour des petits bobos comme « j'ai mal aux genoux, j'ai des problèmes de jointure ». Fait que, veux pas, moi, je le vois qu'un petit peu, ça se déstigmatise tranquillement. Donc, à suivre. Mais si on part de l'international et on revient localement, ici, on revient au Québec, pourquoi est-ce que
Purple Farm, vous aviez vu une opportunité au Québec. Qu'est-ce qui vous attache ici un petit peu? Donc, on a 2 fermes. Un en Ontario, un au New-Brunswick. Puis nous, on est au milieu. Le Québec est au milieu. Ouais. Mais aussi, c'est une compagnie qui est basée à Ottawa. Mm-hmm. Il y avait toujours le lien avec Gatineau. Mm. Et ils ont fait le choix d'embaucher un directeur marketing à Montréal. Donc, il y avait une opportunité d'avoir du produit de la marque dans les villes où il y avait des employés. Mm-hmm. Et je crois que c'était quelque chose qui fonctionnait. C'est quand j'ai découvert Québec Craft, c'était vraiment, j'ai pu faire une proposition où c'est comme, ceci n'est pas notre force. Mm. On ne va pas faire le packaging nous-mêmes, parce que si on fait du packaging à un site, ça veut dire que l'équipe n'est pas en train de toucher les fleurs, de prendre soin des fleurs. Mm-hmm. Ou c'est comme, il y a toujours une activité qui est délaissée. Ouais. Et l'autre élément, c'est si quelqu'un peut trouver quelqu'un qui peut faire ça ou les venir en aide avec leurs faiblesses, c'est super cool. L'autre élément avec vous, c'est vraiment l'élément de gestion de taxes et de livraison au magasin. Mm-hmm. Donc, on vient de se retirer 3 grands dossiers. Ouais. Et ça fait une énorme différence pour nous. Ben oui. Fait que, pour mettre en contexte, là, disons, pour ceux qui nous écoutent. Donc, nous, Québec Craft et Purple Farm, on fait affaire ensemble. Donc, Purple Farm est distribué au Québec à travers la licence de Québec Craft et se retrouve à la SQDC. Mm-hmm. Donc, ce qui arrive, c'est que vous nous livrez du bulk. Ouais. Right. Vous nous envoyez... si vous étiez un partenaire, vous recevez les mêmes sacs de 1 kilo. Exact. Donc, il y a cette routine de travail. C'est ça. Fait que vous nous envoyez ça de vos facilities, nous, on reçoit ça chez nous. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va, comme tu as dit, on va l'emballer. Mm-hmm. On va faire veut pas, on fait du QA aussi dessus. Ouais, donc, on l'ouvre, on s'assure que c'est à vos standards, à nos standards, que, tu sais, ça sent ce que ça sent, les COA sont bons, etc. Donc, après ça, on le bague. On le met dans les sacs. Après ça, donc, on prend le cannabis, on le met dans les pochettes mauve. Ouais. Et ensuite, on met la taxe d'assises. Mm-hmm. On l'emballe dans des master cases et on l'envoie à la SQDC. On fait aussi la relation avec la SQDC. Ouais. Est-ce que ça, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que justement, on est vraiment chacun dans son créneau d'expertise. Donc, Québec Craft, on est vraiment logistique distribution. Puis Purple Farm est vraiment niché dans avoir le meilleur produit, le plus craft, le plus frais possible. Ouais. Puis ça vous facilite la vie dans le sens que vous n'avez pas à passer autant de temps. Comment est-ce que ça vous avantage, cette coopération-là? Je crois qu'il faut vraiment regarder ça d'un point de vue de c'est quoi les coûts opérationnels que ça nous prendrait d'avoir quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est oui, tu peux toujours faire quelque chose à l'interne. Mm-hmm. Mais d'une manière ou l'autre, ça va te coûter de l'argent. Et de mettre ton organisation comme capable de faire ce type de travail, ça te distrait de ta mission primaire, de tes sources de revenus primaires. Mm-hmm. Donc, je crois que c'est ça le grand point qui fonctionne avec les 2 entreprises. C'est on a su, on reconnaît nos forces et nos faiblesses super bien. Il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui n'ont pas reconnu leurs forces et faiblesses et sont devenus beaucoup trop gros rapidement. Mm-hmm. Maintenant, ils ont rétréci et ça a apporté beaucoup de bien et de mal. Mm-hmm. Mais dans ce cas-là, dans cette relation d'affaires, il y a vraiment un soutien non seulement à 2 compagnies qui sont en train de grandir en même temps, mais aussi 2 compagnies qui comprennent où ils se placent dans l'industrie. Mm-hmm. Et ça nous permet d'échanger sur non seulement les produits, différentes provinces, mais aussi de comment on peut se soutenir dans d'autres éléments. 100%. Et c'est toi et moi, on se parle assez souvent de marketing et de ce qu'on peut et ne peut pas faire, ce qu'on aimerait, ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire. Mm-hmm. Et on trouve des équilibres là-dedans qui sont assez chouettes. Mm-hmm. Et c'est intéressant d'avoir des gens qui ne sont pas dans l'entreprise qui contribuent aussi des idées. C'est vrai. Donc.
C'est vrai que c'est précieux d'avoir cette coopération-là. Puis là, vous qui êtes justement un peu partout, je suis curieuse, c'est quoi votre opinion sur comment on fait de la business au Québec? Est-ce que vous trouvez ça facile, difficile, compliqué, avec nos limites de 30% de THC, avec nos limites sur les vapes, etc.? Comment est-ce que vous aimez ça au Québec? Donc, c'est quelque chose que je dis à tous les partenaires qu'on a, que je suis d'accord avec les lois qui sont au Québec. Ouais. Parce que c'est quand on regarde les lois de Santé Canada, un des grands règles, c'est que ça ne soit pas accessible aux enfants ou aux gens qui sont à risque de X, Y, Z. La SQDC a vraiment respecté ça à la lettre. Aussi, au Québec, il y a eu comme une opportunité pour des gens comme Purple Farm, d'autres producteurs, mais aussi Québec Craft, pour créer des entreprises sans perdre leur chemise. Ouais. Que dans d'autres provinces, on a vu que à cause de certaines demandes, disons, les gens ont perdu beaucoup. Et je crois que c'est ça qui est vraiment dommage, parce qu'il y a des gens qui ont mis leurs investissements là-dedans. Ouais. Donc, par rapport à ça, je trouve que le Québec, c'est vraiment sympathique. Et c'est niveau comme responsabilité envers les citoyens, c'est mieux. Il y a une certaine lenteur avec tout ce qui se fait au Québec, mais c'est une lenteur qui nous donne le temps à penser aussi. Et je crois que c'est parce qu'on a deux appels de produits par année, as opposed to Ontario, qui en a comme... Ouais, c'est ça. Et c'est quand même aussi, comme on le sait très bien, rentrer à la SQDC, c'est étape 1, de faire la soumission, d'être accepté, et après tu rentres en pépinière. Tu es capable de faire une estimation de ton volume basé sur les 24 magasins assez facilement, et aussi de baser tes revenus là-dessus. Donc, niveau plan de revenus et de cash flow, c'est super intéressant. Et si tu passes en général, tu es distribué dans tous les magasins, et ça change vraiment la dynamique énormément. Et tu sais que tu as entre 12 à 18 mois de survie du SKU. Il y a des SKU qui ont survécu plus longtemps, c'est super. Mais l'élément comme d'avoir quelque chose d'aussi clair pour un produit qui prend des fois 5 mois à juste faire pousser et à préparer, et ça c'est sans compter le temps de recherche, ça donne beaucoup plus d'espace et de structure. Quand on regarde l'Ontario, c'est assez chouette parce qu'on peut s'amuser un peu plus, et quand on dit s'amuser, c'est on parle avec beaucoup plus de gens. On doit aller aux événements, on doit aller en magasin, parler aux commerçants. Mais le problème, c'est mission impossible de parler à 1700 magasins quand on est une petite équipe. C'est mission impossible de comprendre le menu de 1700 magasins. Et aussi... Data deals. Oui, mais c'est comme... Non, mais dans le sens, c'est un struggle de dealer avec les data deals, de comprendre comment où est-ce que tu alloues ton budget de marketing, comment tu rentres dans ces magasins-là, how many eyeballs are you gonna get? Mais, et quand on peut parler de marketing et comment l'industrie est différente, c'est comme, on n'a pas le droit de faire tout ce qui est lifestyle, qui est faire une allusion au produit. OK, à l'expérience. Cool. Cependant, il y a une culture corporative qui se fait dans les magasins en Ontario avec les data deals. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est un truc super commun à travers l'industrie. Et on a un de mes collègues, Cliff Hansen, qui est le directeur logistique. Donc, c'est lui qui s'inquiète, c'est lui qui gère les avions et tout ce bordel-là. Donc, mais avant de nous rejoindre, il a travaillé en café. Et donc, il faisait l'import-export du café en matière première, etc. Mais on parlait des strates et tout ça. Et il m'expliquait que quand il travaillait avec Costco, par exemple, c'est une entreprise qui faisait comme vraiment une bonne éducation par rapport à c'est quoi un data plan
comment tu l'utilises, comment ça fonctionne. Oui. Le problème, c'est on reçoit de l'information sur les ventes de nos produits, nos compétiteurs à travers les data deals, mais il n'y a pas l'éducation de comment utiliser comment l'interpréter. Oui, c'est exact. Cependant, il y a des gens qui peuvent aider les compagnies là-dedans. J'ai une chance que comme j'ai un background en data niveau marketing et de comprendre la curation culturelle à travers le data. Mais quand je suis arrivé en cannabis et de regarder la qualité de l'information, c'était comme j'étais obligé de m'ajuster énormément. Ouais. Et les data deals, c'est pas la même information que tu as à travers tout. Et juste parce que tu signes un data deal, ça veut pas dire que l'information que tu reçois est intéressante pour ton mise en marché. Exactement. Et les magasins ne sont pas en train d'envoyer des pitch decks ou des media decks. C'est vraiment une autre vibe niveau achat publicitaire, on va dire. Ouais. Mais ouais. Puis ça, on n'a pas ça du tout, justement, avec la SQDC, où tu as juste un client à qui tu vends. Puis les autres irritants, là, tu dis que c'est un petit peu... Bon, on a dit beaucoup de belles choses sur le Québec. On adore ce marché-là. Oui, il y a des limites. Tantôt, tu as dit que c'est un petit peu plus lent, ce qui vous donne le temps de bien réfléchir à votre stratégie, de placer vos productions, de ne pas être rushé. Est-ce que... il y a aussi le fait qu'on a une petite sélection de produits. Tu sais, en Ontario, on a comme 1000 quelques produits. Au Québec, on est rendu à 350 produits, je crois. Je crois qu'il y a comme 10 000 produits. 10 000, excuse-moi. Oui, c'est ça, fois 10. Il y a comme... Parce que pense, il y a 1700 magasins. Oui, c'est ça, c'est 1700 magasins que j'avais. Fait que les produits... Les appels de produits sont lents. Ouais. Parce qu'il y en a seulement 2. Mm-hmm. Mais si les producteurs, si les marques observent ce qui arrive au Québec, ils sont capables de prédire un peu ce qui arrive dans les autres provinces. Mm-hmm. Et je crois que ça, c'est un autre charme du Québec. C'est comme, je parlais de comment le data est un peu compliqué à comprendre et pas standardisé. Si tu es capable de regarder le menu de la SQDC, tu es capable d'avoir une idée de ce qui fonctionne et comment les gens réagissent. Mm-hmm. Et comme un des points que comme l'équipe de Québec Craft a souligné quand on parlait de comme campagne ou d'idées, c'était la nomenclature du produit. Ou si c'était un SKU rotatif, de mettre l'adjectif rotatif dans le nom. Mm-hmm. Et je crois que ça, c'est comme des mini-détails comme ça sont super intéressants de voir au Québec. Mm-hmm. Et après, tu commences à le voir dans les autres provinces. Mm-hmm. Donc, oui, c'est lent, mais c'est comme... Il y a de l'information qui est gratuite, qu'on n'est pas en train de prendre. Mm-hmm. Puis, en termes de réputation, comment tu penses que vous êtes perçu à travers le Québec, Purple Farm? Comment est-ce que tu aimerais être perçu? Comment tu crois être perçu? Je crois qu'on est perçu comme des Anglos. Ouais. Ce qui me brise le cœur d'un côté, mais... Ce n'est pas vrai, Joseph parle français. Français, mais la compagnie est une majorité d'anglophones. Ouais. Même si on est au New Brunswick, c'est pas 90% des employés qui parlent français. Ça me dérange pas, mais c'est un des éléments où ça me brise le cœur chaque fois au Canada quand on a une marque anglophone et une marque francophone. Ouais. La réalité, c'est la réalité du pays, on va vivre avec. Mm-hmm. Je crois qu'on est perçu comme un produit de qualité. Mm-hmm. J'ai vu un commentaire sur nos produits qui était un consommateur qui avait essayé les pre-rolls en premier, qui étaient les pre-rolls de Rate Runs, il a adoré et il vient d'acheter une sac. Mm-hmm. Et c'était cool de voir qu'il était encore plus impressionné par le sac que les pre-rolls. Le bas de pied, le smell. Et je crois que c'est quelque chose qui est sympa de voir, la réaction des gens. L'autre élément, c'est la quantité d'informations qu'on met sur les sacs. Ouais. Je crois que les gens l'apprécient. Mm-hmm. Mais c'est comme on a constamment des conversations sur notre packaging
où c'est comme ça sort de votre standard. Mais vous comprenez pourquoi on utilise ce packaging pour l'espace d'impression. 100%, mais oui. Parce qu'effectivement, Purple Farm est le seul producteur que nous avons justement en sac Mylord en ce moment. Le reste de notre écosystème est en pot en vitre. Mais effectivement, votre packaging est dans notre écosystème celui qui est le plus maximisé en termes d'informations qu'on peut donner. Si on pouvait en donner plus, on en donnerait plus. Ouais. Mais oui, effectivement, on l'utilise comme guideline un petit peu pour tout le monde de dire, regarde, l'information la plus complète qu'on aimerait avoir, voici. Comment Purple Farm se positionne. Puis aussi sur votre site web aussi, sur vos Instagram, si un filon que vous exploitez, l'éducation du consommateur. Oui, on l'exploite énormément. Ouais. Cependant, on a perdu notre Instagram il y a quelques semaines. Ouais. Arrête! Ouais, et et je crois que c'est intéressant que tu parles de notre présence digitale et tout ça. Mais il y a un énorme défi en cannabis de comment on parle du produit, comment on présente le produit pour que ça soit pas cool pour les jeunes, mais en sachant qu'on adresse le bon public, en respectant les politiques des plateformes. Vous étiez rendu à combien d'abonnés? Je veux pas en parler. Tu veux pas parler? C'est un de ces moments. C'est un de ces moments où j'étais là comme, oh non. Non. C'est comme le pire truc qui peut arriver. Mais cependant, c'est comme, si on va parler de comme où va l'industrie, je crois que est-ce qu'on devrait faire pression sur comme ces plateformes-là pour nous laisser faire ces choses-là? Oui et non, parce que c'est comme, il faut revenir aux règles qu'on a ici au niveau fédéral. C'est Santé Canada de faire que le produit soit pas accessible aux jeunes. Ouais. Donc, c'est jouer ce jeu-là. D'être compliant, d'éduquer, mais pas de le rendre trop alléchant pour un jeune consommateur. Puis je pense que pour être capable de justement naviguer ce monde-là, il faut un équilibre des deux. Ouais. Comme c'est vraiment important de voir le produit, mais après ça, il y a une histoire aussi qui porterait une émotion que les gens vont se rappeler de Purple Farm. Je suis certaine que maintenant, Purple Farm, il va avoir un visage qui va être associé, il va avoir une conversation, il va avoir des anecdotes. Puis tout ça, ça fait partie de l'expérience du client at the end of the day. Hein. Ouais, je crois que c'est un de ces éléments où c'est comme le storytelling est super important. Et comme les personnalités sont importants, le visuel est important. Il y a toujours comme l'odeur du bud est tellement important aussi. Et c'est comme on le voit quand on exporte nos produits. La plupart de nos partenaires font des grandes campagnes d'influenceurs. On s'entend que les budgets au Canada ne nous permettent pas de faire des campagnes d'influenceurs. C'est drôle de comme réaliser quand on parle de budget et comme quand on passe de l'autre bord d'être en train de vendre un produit, d'essayer de faire des campagnes et de voir la différence des prix entre les agences quand ils apprennent que c'est un produit de cannabis. Ouais. C'est comme... Non, c'est comme... Il faut me considérer comme un artisan, il faut me considérer comme un fermier. Ouais. Comme tout ce qui est comme nos taxes et tout ça, on est considéré des fermes. C'est vrai. Et c'est comme... Ouais, on est des fermiers. Comme la plupart de nos postes sont agriculteurs. Donc, comme... Mais on n'a pas comme la même opportunité. C'est comme comment créer ces expériences sensorielles pour vraiment découvrir le produit en respectant les lois. C'est un défi assez intéressant. Mais là, tu as vu avec les nouveaux changements tranquillement de réglementation qu'un pot transparent va être pertinent, va être possible. Ouais. Donc, on voit que ça bouge un peu. C'est pas statu quo, ça bouge tranquillement. Oui. Donc, avec les pots transparents ou avec une manière de regarder à l'intérieur. Ouais. J'ai beaucoup plus de questions que de réponses par rapport à ça. Et c'est comme... On n'est pas des grands qui vont prendre les risques. Ouais. On va être honnête là-dessus, mais c'est comme... Comment ça... Comme si tu mets
une introduction de lumière sur une fleur, ça détruit la pigmentation de couleur. Ouais. OK, il y a un problème là. Si, comme en ce moment, il y a un énorme problème qu'on voit constamment sur Reddit ou comme les commentaires des consommateurs, c'est la date de l'emballage. Ouais. Les gens sont constamment choqués d'acheter du cannabis qui soit emballé il y a 4 mois. Et c'est comme, comment on contrôle ça? Et c'est comme, si on met aussi l'élément de lumière où ça perd cette couleur aussi. Oui, ça devient... je comprends. Par contre, au Québec, où tu n'as jamais la possibilité de voir la fleur, même sur le site web, là, ça devient quand même un élément qui offre de la liberté, un choix plus éclairé. Soit dit en passant, on en parle en ce moment, mais le Québec n'a pas encore statué sur dans quelle direction ils vont aller, s'ils vont permettre la transparence dans les pots ou pas. Mais moi, je crois que ça pourrait aider le Québec, puis pas sur tous les produits, dans le sens que si tu as un produit qui a un shelf life plus long, tu sais qu'il y a moins de volume, qui s'écolle plus lentement. Il y a peut-être une réflexion à avoir avec un produit qui a plutôt une grande vélocité puis qui a un bon roulement. Donc, il y a peut-être quelque chose à... Il y a peut-être ça. Peau ambrée, peau, tu sais, bon. Ouais. Mais aussi, c'est quand même... C'est quelque chose qui est intéressant à observer, comment l'industrie va s'adapter. Ouais. Mais on va se rappeler, en Ontario, il y avait des magasins qui avaient les pots transparents où tu pouvais sentir. Mais c'est comme, ils n'étaient pas capables de les remplacer assez souvent pour que ça garde l'odeur. Ouais. Et ça devenait sec, brun. C'était pas cool. C'était comme, je comprenais le concept et comme, c'est comment tu présentes le produit. Quand c'est un produit organique, comme une fleur séchée. Et il n'y a pas beaucoup de solutions à part d'avoir des photos honnêtes. Comme de passer du temps à écrire une description assez claire. Mais aussi de comprendre que ça change d'une personne à l'autre. Et c'est comme, il y a une difficulté au niveau comme explication du produit, de l'expérience et d'aller dans cette direction-là. 100%, je suis vraiment d'accord. Puis on n'a pas beaucoup d'opportunités de le faire non plus